I think when we first started it started as a very small idea with Harry and I scratching our heads going, how can we do something that's going to help us in the future? J'ai tout de suite compris que ce n'était pas un appel ordinaire. Le téléphone n'a pas vibré comme une notification quotidienne, mais comme une alerte qui m'a fait trembler de la tête aux pieds. En allumant l'écran, je n'ai vu qu'un numéro inconnu, mais son poids semblait me brûler la peau. En une fraction de seconde, j'ai su que c'était le moment décisif, celui qui allait séparer ma vie d'un monde inconnu. J'ai senti mon souffle se couper comme si une force se resserrait autour de ma gorge. Le silence dans la pièce s'est alourdi, presque palpable. Qui m'appelait à cette heure-ci avec une telle gravité? La réponse est venue rapidement sous la forme de la voix du médecin royal, basse ferme et soigneusement choisie. Le message a été délivré sans fioriture, sans temps mort, mon père avait besoin de moi. Maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. J'ai senti mes pensées se détacher de l'instant comme si je n'étais plus vraiment dans mon propre corps. Mes doigts tremblaient en raccrochant et un instinct que je n'avais jamais reconnu auparavant m'a poussé à agir avant même que je m'en donne la permission. Certains moments vous poussent à aller de l'avant même lorsque vous cherchez encore votre chemin. Le trajet jusqu'au domaine se déroula dans un flou artistique. Rues, lumières, arbres, tout défilait à toute vitesse comme si le temps lui-même s'était figé. Je serrais le volant si fort que mes jointures blanchissaient et pourtant j'avais l'impression de pouvoir perdre le contrôle à tout instant. Le monde autour de moi semblait trop lent pour l'urgence qui me traversait. Pourquoi ce feu ne s'arrête-t-il pas plus vite? Pourquoi cette voiture roule-t-elle si lentement? Pourquoi tout semble-t-il se liguer contre moi au moment où je dois me dépêcher le plus? Mes pensées s'entrechoquaient. Elles déferlaient comme des raz-de-marée m'envahissant de souvenirs de peur, d'incrédulité. Combien de fois avais-je vu mon père comme indestructible, comme une force immuable dans un monde en perpétuel changement? Et maintenant, j'étais poussé vers lui par une peur que je refusais d'admettre que cet appel soit le dernier. Pourtant, au milieu du chaos et de la panique des souvenirs inattendus, on refait surface. Comme si mon esprit, malgré moi, ressentait le besoin de retrouver l'enfant que j'étais. Je me suis revu au bord d'une rivière, encore toute petite, les mains trop maladroites pour tenir la canne à pêche. Ses mains avaient guidé mes bras, la douceur de sa voix m'avait porté, et ensemble nous avions ri, tandis que je sortais de l'eau sain, un poisson minuscule. Ce rire avait ancré quelque chose en moi, une forme d'amour que je n'osais souvent pas exprimer, mais que j'ai toujours ressenti. Ou encore ces après-midi au jardin où il m'apprenait à planter un arbre comme si je façonnais l'avenir de mes propres mains. Il me disait que diriger ce n'était pas une question de pouvoir mais de bienveillance, envers les autres, envers la terre, envers les générations futures. Comment celui qui a prononcé de telles paroles, celui qui m'a transmis de telles leçons, a-t-il pu me retrouver soudainement au bord du gouffre? Quand j'ai vu les grilles du domaine s'ouvrir, mon cœur s'est serré à nouveau. Tout semblait identique à avant mais plus rien n'allait de soi. Les gardes se tenaient droit, mais leurs regards exprimaient ce que les mots n'osaient dire. J'ai parcouru à toute vitesse les couloirs que j'avais connus enfant. Les sols en marbre, les tableaux au mur, l'odeur âcre du bois et de la poussière. Tout m'était à la fois familier et étranger. Comme si cette maison me voyait pour la première fois adulte, fils comme quelqu'un franchissant une frontière sans retour possible. Chaque pas résonnait comme si le bâtiment lui-même me rappelait que j'étais près de quelque chose qui allait bouleverser ma vie. Debout devant la lourde porte de sa chambre, je sentis quelque chose se briser en moi. Ma main hésita un instant sur la poignée. Une partie de moi voulait faire demi-tour, fuir, refuser. Comment entrer dans une pièce quand on sait qu'on en ressortira transformé? Mais le devoir me poussait. L'amour me poussait encore plus fort. J'ouvris la porte et pénétrai dans une pièce faiblement éclairée où le temps semblait suspendu. Les rideaux bloquaient de la lumière comme si le monde extérieur était trop dur, trop vivant pour la fragilité intérieure. Le bip régulier des machines était le seul bruit qui n'osait pas rompre le silence. Et là, dans le grand lit qui avait abrité des générations, gisait mon père plus petit que je ne l'aurais jamais imaginé. Son visage, jadis si fort et rayonnant, était maintenant pâle et maigre comme du papier. Pourtant, quand son regard s'est posé sur moi, j'y ai vu une clarté qui m'a bouleversé. Il m'avait reconnu, il m'attendait. Je me suis approché et me suis assis à ses côtés, sa main dans la mienne. Qu'il paraissait fragile, si léger, si éphémère. Le poids de l'instant pesait sur moi comme un manteau à la fois chaud et froid. Que dire dans un tel moment, que faire d'autre que s'accrocher, respirer, être présent? Assis là, j'ai ressenti pour la première fois toute la profondeur de ce que signifie dire adieu à celui qui a toujours fait partie de mon univers. Et je le savais, plus rien ne serait jamais comme avant. Je savais que le temps avait pris une autre dimension ici. Dès que je me suis assise près de son lit, j'ai senti les minutes et les heures perdre leur sens. Tout se réduisait à un seul rythme, sa respiration. Irrégulière, tantôt douce, tantôt saccadée, tantôt si discrète que j'avais l'impression que mon propre cœur ratait un battement. Chaque fois que ce silence s'étirait trop, je retenais mon souffle et j'attendais comme si par la seule force de ma volonté, je pouvais contraindre sa poitrine à se soulever à nouveau. Et à chaque fois, une autre respiration arrivait faible mais présente et je ressentais une vague de gratitude mêlée à la peur. Combien d'autres moments comme celui-ci allaient suivre?
Combien de temps pourrais-je supporter ce silence avant de mourir? La pièce semblait pesante, l'air lourd, comme si même l'oxygène respectait le poids d'un roi et d'un père mourant. Sa main dans la mienne était légère, presque transparente, mais encore chaude. Et cette chaleur improbable, tenace, était la seule chose qui me retenait dans ce corps à cet instant précis. Car comment rester présent quand on sait qu'en réalité on est en train de dire adieu lentement au sol sur lequel on a toujours tenu le pied? Je voulais dire quelque chose, mais chaque phrase qui me venait à l'esprit me semblait trop longue ou trop courte. Que dire à un père mourant sans craindre que ce soit en ses derniers mots? Finalement, il parla sans force, sans élever la voix, mais avec une douceur que je ne lui connaissais pas. Il évoqua le passé des jours que j'avais presque oublié moi-même. Ces mêmes souvenirs qui m'avaient déjà submergé. Les promenades dans les jardins, les leçons de patience, de bienveillance, de responsabilité qui dépassaient toute personne. Il me parla de ses erreurs, de ces moments que je n'avais jamais considérés comme des fautes, mais qui à présent semblaient peser lourd sur lui. Il ne demanda pas pardon. Il se mit à nu d'une manière inattendue, comme s'il voulait que je le voie tel qu'il était vraiment, non pas comme un roi, mais comme un être humain. Cette honnêteté me bouleversa. Je sentis les larmes couler sur mes joues sans honte et pourtant, je continuais d'écouter comme si chaque mot était une goutte de la dernière source qui nous reliait. Il parlait de devoir, du poids, des attentes de millions de personnes. Des moments où il aurait voulu être père mais devait rester roi. De l'équilibre impossible entre amour et responsabilité et de la fréquence à laquelle il avait lutté contre ce dilemme diabolique. Et tandis qu'il parlait, je perçus pleinement pour la première fois l'homme derrière le titre. Il n'était ni une icône, ni un symbole, ni une institution. Il était un père qui avait craint de ne pas être à la hauteur, un homme qui craignait que son silence soit interprété comme de la distance, un cœur qui avait toujours ressenti mais pas toujours su exprimer. Je lui serrai doucement la main, non pour le réconforter mais en signe de reconnaissance, un geste qui disait « Je t'entends, je te vois, je suis là ». Puis sa voix s'adoucit encore davantage. Il parla d'amour, de fierté, de regret. Il dit espérer que je comprenne ce qu'il n'avait jamais vraiment su expliquer, que son silence était parfois dû à l'insécurité et non à un manque de sentiments, qu'il tenait à moi plus qu'il ne savait comment le montrer. Tout mon corps tremblait. Je voulais dire quelque chose, lui rendre la pareille, quelque chose qui l'aiderait à trouver la paix. Mais mes mots, ne venaient pas. Tout ce que je ressentais était trop fort pour être exprimé. Comment dire à quelqu'un qu'il a toujours été assez, qu'il a toujours été aimé? Comment exprimer sa gratitude pour une vie qui à présent s'échappe lentement, visiblement, inexorablement? Ma bouche bougea, mais ma voix se brisa. Et pourtant, il me comprit. Parfois, le silence est un langage que seuls les pères et les fils parlent encore. Les heures passaient et je sentais son corps s'alourdir, sa respiration devenir plus laborieuse. Les machines à côté de lui émettaient des bips rythmés comme le signe d'un équilibre qui se délite lentement. Mais il ne paniqua pas. Au contraire, il sembla se calmer comme si le fait d'exprimer ses dernières angoisses l'avait allégé. Le crépuscule tomba et la pièce s'assombrit encore comme si la lumière était retenue par respect. C'est à cet instant, dans ce profond silence entre deux respirations, qu'il rassembla ses dernières forces. Ses lèvres bougèrent. Je me penchai en avant car les mots vinrent comme un souffle informe. Et puis je les entendis. « Tu as toujours été assez. Tu as toujours été aimé. » Ce furent ces derniers mots pour moi, des mots qui ouvrirent et brisèrent en mon cœur au même instant. J'ai senti mon monde basculer, comme si cette phrase était l'aboutissement d'années de recherche d'incertitudes, de questions jamais posées auparavant. Je voulais des réponses. Je voulais lui dire que lui aussi avait été suffisant, que malgré ses erreurs et le poids du monde sur ses épaules, il restait le père dont j'avais besoin. Mais avant même que les mots ne franchissent ma bouche, j'ai vu ses yeux s'éteindre lentement, son regard fixé sur un point inaccessible. Sa main, celle que je tenais, s'est alourdie dans la mienne. Sa poitrine s'est soulevée une dernière fois doucement, timidement. Puis plus rien. Le silence qui a suivi n'était pas un silence ordinaire. C'était une faille, une limite, une fin sans retour. Je suis restée assise là. Des minutes, peut-être des heures, je ne sais pas combien de temps. Le monde a disparu, le temps a disparu. Il ne restait que sa main dans la mienne et la certitude qu'une partie de moi était morte dans cette pièce. Non pas à cause de lui, mais avec lui. Comment continuer quand la voix qui vous a façonné se tait à jamais? Comment rester debout quand l'ombre de vos fondations s'évanouit dans le néant? Je ne savais pas. Je savais seulement que ce n'était que le début d'un deuil qui obéirait à ses propres règles. Les jours qui ont suivi sa mort se sont enchaînés comme l'eau qui me glisse entre les doigts. J'essayais de me souvenir du jour, mais même l'horloge semblait dénuée de sens. J'avais l'impression d'être prisonnière d'un espace hors du temps où la lumière et l'obscurité n'étaient que des frontières floues. Ce qui aurait pu être hier après-midi me paraissait déjà la semaine dernière et ce qui aurait dû être ce matin, une éternité. Je me réveillais sans même savoir si j'avais dormi. Parfois, je restais assise au bord du lit pendant de longues minutes, fixant le mur d'en face, inconsciente de respirer. Le chagrin est étrange, il ne s'estompe pas, il ne crie pas, il s'insinue. Il se loge comme une pierre froide au plus profond de soi, et chaque fois qu'on essaye de se lever, on sent son poids se déplacer à nouveau.
Il perturbe notre rythme, nos pensées, notre capacité à ressentir clairement, mais aussi étrangement notre capacité à disparaître. Car disparaître, c'est précisément ce que j'ai fait. Je me déplaçais dans le palais comme une ombre. Les serviteurs qui me connaissaient depuis des années semblaient hésiter avant de s'adresser à moi comme si je pouvais m'effondrer à tout instant. Certains murmuraient mon nom comme si le volume de leur voix était une menace. D'autres n'osaient pas me regarder avec une sorte de honte que seul le témoignage d'une douleur trop pure pour être touchée peut susciter. Je ne ressentais ni colère ni frustration envers eux. Au contraire, leur prudence avait quelque chose de réconfortant. Mais en même temps, elle me confrontait à quelque chose que j'avais tenté d'éviter. Ma douleur n'était plus privée. Le monde l'avait vu, ressenti, s'était approprié. Et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que ce monde n'en veuille davantage. Plus de mots, plus d'images, plus d'émotions auxquelles se raccrocher. Le deuil devint soudain non seulement un processus, mais une réalité publique. En sortant dans les jardins du palais, un frisson me parcourut les poumons, me laissant alerte et en alerte. Ici, il avait ri. Ici, il avait marché. Ici, il avait planté des arbres pour un avenir qu'il ne verrait jamais. Les roses étaient toujours là, bien que fanées. Les allées étaient en propre, mais aucun pied ne semblait oser les fouler de peur de troubler le silence. J'avançais lentement, comme si mes pas portaient une vérité plus profonde que moi. Les souvenirs affluaient par vagues, certains doux et chaleureux, d'autres presque insoutenables. J'entendais sa voix dans le bruissement des feuilles, je voyais sa silhouette à mes côtés, je sentais une présence étrangement proche dans le vent. Mais en même temps, son absence était palpable en toute chose. C'est étrange comme une personne peut être partout alors qu'elle n'est plus là. Hors des murs du palais, le monde entier percevait mon chagrin comme un événement, presque comme un spectacle. Les paparazzis étaient partout. Ils se penchaient par-dessus les barrières, se tenaient sur des échelles, se cachaient derrière les arbres. Leurs objectifs étaient braqués sur moi avec une voracité qui me révulsait. J'entendais le clic des appareils photo même quand je ne les voyais pas. Parfois, j'entendais le léger vrombissement des zooms qui me suivaient, comme s'ils espéraient capturer une larme à vendre. Les plateformes en ligne regorgeaient d'articles, de photos, de vidéos et d'analyses. Tout ce que je faisais était enregistré, mesuré, partagé. Les mots « tragédie »,« douleur »,« point de rupture » étaient répétés à l'envi comme si mon chagrin était devenu une marque. Je savais que les gens étaient bien intentionnés, que beaucoup compatissaient sincèrement, mais j'avais quand même l'impression d'être forcé de faire mon deuil à travers une vitre où je n'aurais jamais voulu être. Les préparatifs des funérailles commencèrent aussitôt. Le palais se transforma soudain en une machine fonctionnant selon un protocole et des traditions ancestrales. Le parfum des sculptures fraîchement préparées embaumait les couloirs, les fleurs y abondaient. On repassait les costumes, on astiquait l'argenterie, on établissait les plannings. Tout cela paraissait si mécanique, si fonctionnel, si éloigné de la douleur du deuil. J'observais impassible. De temps à autre, quelqu'un posait une question et j'acquiesçais. Non pas par conviction, mais parce que je ne savais plus ce que signifiait répondre. Ils accomplissaient leur tâche par respect, mais j'avais l'impression de me noyer dans un deuil artificiel qui n'était pas le mien. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Mes pensées m'empêchaient de dormir, m'entraînant dans des recoins de mon esprit que je préférais éviter. Je revivais sans cesse ces derniers instants, sa main dans la mienne, ces mots qui résonnaient encore en moi. Tu as toujours été assez. Tu as toujours été Iam. Des phrases qui ne perdraient jamais de leur poids. Je les répétais en boucle comme une serrure à ouvrir. J'essayais de comprendre. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ainsi ? Pourquoi si longtemps ? Je suis resté éveillé des heures durant fixant le plafond, me demandant si j'aurais dû agir différemment ces dernières années. Aurais-je dû être plus proche ? Aurais-je dû en dire plus ? Aurais-je dû nous pardonner davantage ? Des questions sans réponse, mais elles se répétaient sans cesse, comme si elles étaient obligées de me retenir prisonnière toute la nuit. Parfois, je m'aventurais dans l'un des couloirs secrets du palais, des couloirs sans fenêtres déserts. Dans ce silence, je pouvais respirer sans être vu. C'est là que le chagrin me frappait de plein fouet. Je pouvais m'effondrer à genoux et sentir les ténèbres m'écraser froides mais implacables. Personne ne pouvait voir mes épaules trembler, mes mains se cacher, le visage, mon souffle se couper. Dans ces couloirs, je ne me sentais ni prince, ni héritier, ni symbole. Je me sentais simplement comme un fils. Était-ce un signe de faiblesse ou enfin un signe d'humanité ? Pourtant, ce n'était pas seulement la perte qui me submergeait. C'était autre chose, une sorte de noirceur mêlée au chagrin, la peur. Non pas pour l'avenir, mais pour les attentes que le présent imposait à mes épaules. Je savais qu'un jour, je devrais reprendre la parole, me montrer à nouveau, me relever. Et comment faire quand on a le cœur brisé sur le sol d'un hôpital ? Comment se reconstruire quand on n'a même pas encore appris à respirer sans que la douleur ne nous poursuive ? Chaque bruit semblait me rappeler que le monde n'attend pas. Et pourtant, j'attendais, parce que je ne pouvais pas faire autrement.
Le deuil est devenu un paysage que je devais apprendre à parcourir sans carte, sans boussole. Parfois je me sentais perdu dans un brouillard sans fin. Parfois j'avais l'impression de marcher sur du verre sur le point de se briser à chaque instant. Mais malgré tout, je ressentais une chose, je n'étais pas prête à le laisser partir. Ni aujourd'hui, ni demain, peut-être jamais. Et pourtant, je savais que ce processus de deuil, aussi difficile soit-il, n'était que la première étape d'un voyage que je ne pouvais pas encore imaginer. Car dire adieu, ce n'est pas seulement perdre quelqu'un, c'est se redécouvrir dans un monde qui soudain respire le vide. Le jour où je suis entré dans son bureau, j'ai eu l'impression de franchir une limite que j'évitais depuis des mois. Même l'air y sentait différemment un mélange de vieux cuir de papier de bois et de légères traces de son eau de Cologne. Une odeur que j'ai immédiatement reconnue, mais qui à présent me transperçait comme un coup de poing. Mes pas résonnaient doucement sur le parquet, mais chaque écho semblait résonner plus fort en moi. J'étais venu ici tant de fois, mais jamais comme ça, jamais, avec cette sensation de chercher quelque chose dont j'ignorais l'existence. Je n'avais aucun but précis, en entrant aucun plan. Je voulais simplement être près de lui un instant dans un lieu où il vivait, pensait, écrivait. Mais parfois l'instinct nous mène vers quelque chose que l'on n'ose comprendre que plus tard. Mes doigts glissaient sur le bureau effleurant des piles de documents, de cartes de lettres et de notes. Son chaos organisait le monde tel qu'il l'avait toujours dominé. Pourtant, j'avais maintenant l'impression de parcourir les archives de pensées abandonnées. Et quelque part là-dedans, caché parmi les dossiers et les classeurs, se trouvait une enveloppe. Mon nom était écrit dessus de sa main. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai tout de suite compris que ce n'était pas un rapport, un document officiel. C'était autre chose, quelque chose qu'il avait écrit avec l'intention que cela finisse un jour entre mes mains, même si je soupçonne qu'il n'en savait rien lui-même. Le papier était léger, mais son poids était immense. Je me suis assise avec précaution, comme si même la chaise comprenait le caractère sacré de cet instant. En ouvrant l'enveloppe, j'ai eu le souffle coupé, comme si ma poitrine se remplissait à la fois de peur et de désir. Et quand j'ai déplié la lettre et vu ses premiers mots, « Mon cher William », les larmes me sont montées aux yeux avant même que je puisse lire la suite. Son écriture était élégante, du même style que celle qu'il utilisait pour signer les documents officiels, mais ses lignes étaient personnelles. Pas de protocole, pas de déclaration d'obligation. Juste un père qui tentait d'expliquer ce que sa voix lui interdisait parfois de dire à voix haute. Il écrivait sur notre lien, sur l'amour qu'il ressentait, sur ses erreurs, sur sa fierté. Des mots qu'il n'osait peut-être pas prononcer, tiraillés entre tradition et vulnérabilité. Il décrivait comment il avait souvent le sentiment d'avoir failli à son rôle de père, comment il avait laissé filer des moments où il aurait dû être à mes côtés. Il reconnaissait que le devoir l'avait parfois consumé d'une manière qu'il n'avait jamais voulu, mais qu'il avait toujours acceptée. C'était étrange, je le savais déjà, je l'avais senti dans ses gestes, dans ses silences, dans ses regards. Mais le voir noir sur blanc rendait tout plus cru, plus honnête, plus intime. Pourtant, il y avait quelque chose dans cette lettre qui m'a profondément marqué. Il ne parlait pas seulement de moi, mais de l'avenir de mon avenir. Il me disait que je serais un meilleur leader que lui, non pas grâce à ses succès, mais grâce à ses erreurs. « Apprends de mes erreurs », écrivait-il, et pas seulement de mes réussites. Car c'est dans nos faiblesses que nous sommes le plus visibles aux yeux de ceux que nous servons. Cette phrase m'a frappé comme une vérité que je n'avais jamais osé envisager auparavant. Il parlait de la responsabilité liée à l'amour, de la façon dont une couronne peut donner du poids sans pour autant donner de direction. Cette direction, disait-il, je devais la trouver dans l'empathie, le pardon et le courage. Non pas dans la force, ni dans la tradition, ni dans une façade d'invincibilité. C'était presque comme s'il voulait me préparer à quelque chose qu'il n'avait jamais pleinement atteint lui-même, un leadership humain. Un leadership qui permette la vulnérabilité sans devenir une faiblesse. Mais c'est la dernière partie de la lettre qui à la fois a brisé et guéri mon monde. Il parlait de mon frère, de notre éloignement, de nos malentendus, de notre orgueil tenace. Ma plus grande crainte, écrivait-il, n'est pas que vous ne parveniez pas à guider le pays ensemble, mais qu'un jour vous vous perdiez complètement. Il reconnaissait avoir parfois tenté de nous séparer, mais s'y être mal pris. Que son rôle de père et de roi n'avait jamais été parfaitement équilibré et que maintenant, dans un lieu où le temps ne le retenait plus prisonnier, il espérait que nous le trouverions. Pardonne-lui, pardonne-toi. L'amour triomphe là où l'orgueil bloque. J'ai relu ces lignes encore et encore comme si la répétition était la clé de la compréhension. Car je savais qu'il avait raison. Et pourtant je savais combien ce serait difficile. En pliant la lettre et en la serrant contre ma poitrine, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas la paix intérieure, elle n'existe pas vraiment dans le deuil. Mais c'était une direction, un point de départ. Ces mots m'ont donné une boussole inattendue, une boussole qui me guidait non pas vers le devoir, mais vers l'humanité. Dans le silence de ce bureau, je le sentais plus proche que lors de ses derniers instants à son chevet. Sa lettre n'était pas seulement un héritage, c'était une mission, une ultime tentative pour construire ce qu'il n'avait jamais pu achever. Assis là, les larmes coulant silencieusement sur mes joues, j'ai compris que ce n'était pas qu'une simple lettre. C'était une main tendue, un dernier geste paternel, une tentative pour combler le vide dans sa vie. Et je le savais, je devais l'emporter avec moi.
Je devais la préserver, je devais la vivre. Car comment un fils pourrait-il continuer à vivre quand les derniers mots de son père ne sont pas des adieux mais des commencements? Le jour des funérailles me donnait l'impression d'assister à une pièce de théâtre dont j'aurais préféré ignorer le scénario. Des files de personnes bordaient les rues, certaines plongées dans le silence, d'autres en proie à des sanglots qui secouaient la fraîcheur matinale. Tandis que le canon tiré par des chevaux propulsait le cercueil, je sentais chaque pas m'éloigner un peu plus de ma vie d'avant. Mais il n'y avait pas que le public, ni que la tradition, ni que les caméras braquées sur moi comme si elles avaient le droit d'être témoins de mon chagrin. C'était une présence plus que tout autre qui rendait l'atmosphère pesante, mon frère. Il marchait à mes côtés à quelques pas seulement et pourtant si loin comme si un mur de verre nous séparait invisible aux yeux de tous sauf de nous deux. Nous avions tous deux nos raisons accumulées comme des sédiments au fil des ans, des malentendus, des déceptions, des silences qui n'avaient que trop duré. Et nous y voilà maintenant, deux fils, un père disparu. Le monde réclamait des symboles de la réconciliation, l'unité fraternelle. Mais le deuil ne tolère aucune attente publique. Le deuil révèle, le deuil met à nu ce qui est déjà fragile. Alors que nous partagions les derniers instants de nos adieux à l'abbaye de Westminster, j'ai senti ma gorge se serrer, tandis que le cercueil disparaissait lentement de notre vue. Les mots des prières se sont estompés dans un brouillard. Les souvenirs des nuits précédentes, des respirations qui s'éteignaient peu à peu de ces derniers mots, « Tu as toujours été assez. Tu as toujours été aimé », résonnait sans cesse dans ma tête. C'était comme si sa voix planait encore entre nous, murmurant, guidant, nous exhortant. Pourtant, mon frère et moi restions silencieux côte à côte, la distance palpable dans chacun de nos gestes tendus. Après la cérémonie vint la partie que je redoutais le plus, les réunions, les condoléances, la conversation polie et obligatoire qui m'obligeait à sourire malgré mon cœur qui brûlait. Mais au milieu de cette agitation parmi les diplomates, les membres de la famille et les conseillers, j'aperçus mon frère s'approcher de moi avec hésitation. Son regard cherchait, était-il peut-être brisé comme le mien. Il ouvrit la bouche pour parler puis la referma. Ce bref instant de silence entre nous me parut plus lourd que tous les mots échangés, comme si tout ce que nous avions usé se révélait dans cette hésitation. Je savais que je devais dire quelque chose, mais je savais aussi que je ne pouvais rien dire. Pas là. Pas alors que le palais vibrait de formalité, alors que le monde nous considérait comme des symboles plutôt que comme des personnes. Alors je le laissai partir, et ce fut comme une nouvelle défaite dans une semaine déjà marquée par tant de pertes. Mais cette nuit-là, alors que le palais s'enfonçait dans le silence et que l'obscurité enveloppait les murs comme un épais manteau, je relisais sa lettre. La lettre de mon père trouvée dans son bureau emplie de mots qui portaient bien plus que de l'amour, il portait l'espoir et un impératif. Pardonnez-vous l'un à l'autre. Ne laissez jamais l'orgueil l'emporter sur l'amour. Je relisais cette phrase sans cesse comme si la répétition pouvait effacer ma propre réticence. Comment pouvais-je avancer dans un monde où il n'était plus si je laissais perdurer la blessure entre mon frère et moi? Comment pouvais-je rendre justice aux mots qu'il m'avait murmurés à l'oreille dans ces derniers instants, si je continuais d'alimenter la division qui pesait si lourdement sur son cœur? Ce soir-là, assis dans la faible lueur d'une lampe, le papier entre mes mains presque chaud à force d'être touché, je sentais quelque chose changer en moi. Non pas une décision soudaine, non pas une explosion d'émotions, mais une prise de conscience silencieuse. Je voulais qu'il soit fier de moi. Non pas comme un prince, non pas comme un futur roi, mais comme un fils, comme un frère. La réalisation était d'une simplicité douloureuse. Si l'amour était son dernier souhait, alors je ne pouvais plus me construire une prison d'orgueil. La lettre ne me laissait aucune échappatoire. Elle me menait dans une direction inéluctable. Alors j'ai envoyé un message, court, hésitant, sincère. Une demande de conversation non pas en tant que personnalité publique, mais en tant que deux garçons qui avaient jadis fréquenté les mêmes couloirs, s'abritant des mêmes tempêtes. Les jours qui ont précédé sa réponse m'ont paru longs et angoissants, comme si j'étais dans une salle d'attente partagée entre espoir et crainte. Mais quand sa réponse est enfin arrivée, un simple « essayons », j'ai su qu'une porte longtemps restée fermée s'était de nouveau entr'ouverte. Nous nous sommes rencontrés dans les jardins du palais, loin des caméras et des attentes. L'air était frais, les feuilles ondulaient doucement dans la brise comme si la nature elle-même respirait plus doucement à notre proximité. Nous sommes restés face à face maladroitement comme si le temps et la douleur avaient déformé nos corps au point de nous rendre étrangers. Son visage était fatigué comme le mien. Et puis il a dit doucement, presque d'une voix rauque, « Je ne sais pas comment nous allons faire ». Ce qui m'a le plus frappé, c'est que je ressentais exactement la même chose. Nous étions deux hommes qui avions appris à parler au monde, mais jamais à nous parler l'un à l'autre sans ce monde entre nous. J'ai répondu « Moi non plus ». Mes pères voulaient que nous essayions. Ces mots planaient entre nous comme un fil ténu. Incertain, fragile, mais toujours présent. Il n'y eut ni étreinte immédiate, ni réconciliation spectaculaire. Juste un commencement, un premier pas. Deux êtres qui décidèrent de ne plus fuir ce qui les unissait, mais aussi ce qui les avait séparés. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches.
Peut-être trébucherions-nous, peut-être nous blesserions-nous à nouveau, mais à cet instant je sentis une brèche, une lueur d'espoir. Un espoir que mon père avait tenté de semer dans ces derniers instants, comme s'il savait que ces graines avaient besoin de temps pour germer. En retournant dans ma chambre plus tard ce soir-là pour la première fois depuis son décès, j'ai ressenti non seulement un profond chagrin mais aussi une lueur d'espoir. Non pas la certitude que tout irait bien mais la possibilité de reconstruire ensemble ce qui avait été brisé. Et dans cette perspective, j'ai ressenti la présence de mon père plus intensément que jamais. Non pas comme un fantôme, non pas comme un souvenir, mais comme un guide. Un silence étrange régnait lorsque je suis ressorti des jours après les funérailles, des jours après avoir parlé avec mon frère, des jours après avoir lu cette lettre qui simultanément m'avait brisé et apaisé. Ce n'était pas un silence de vide, mais un silence d'attente. Comme si tous, du public à la presse des conseillers jusqu'au mur du palais, attendaient de mes paroles la manière dont j'allais réagir. Car le deuil seul ne suffisait pas pour quelqu'un comme moi. Le monde attendait une voix. Une direction, un signe de ce qui allait advenir maintenant que mon père était parti et que je sentais le poids du deuil reposer sur mes épaules. Et honnêtement, je ne savais pas si j'étais prête. Le chagrin nous diminue, mais la responsabilité nous grandit. J'oscillais entre ces deux extrêmes comme quelqu'un qui tente de marcher sur un fil tendu par l'histoire elle-même. Mais vint alors le moment où je ne pouvais plus tergiverser. Une scène fut dressée non pas dans une salle du trône ou derrière des murs clos, mais dehors à ciel ouvert. C'était mon choix. Comment aurais-je pu m'adresser à un monde en deuil sans d'abord admettre que moi-même je peinais encore à respirer? Comment aurais-je pu parler de loin alors que les dernières paroles de mon père m'avaient enseigné exactement le contraire, l'amour est la seule couronne qui ne se flétrit jamais, avait-il écrit. Et je voulais le démontrer non par tradition mais par humanité. Alors me voilà devant une foule silencieuse, attendant, écoutant, cherchant un sens à chacun de mes gestes. Je sentais mon cœur battre la chamade non seulement sous le poids de la responsabilité mais aussi sous le poids de tout ce qui restait tu. Quand j'ai commencé à parler, ma voix était plus douce que je ne l'aurais cru. Non par incertitude mais parce que parfois la vérité murmure au lieu de crier. Je les ai remerciés pour leur soutien, leur prière, leur compassion. Mais après ces mots, je savais que je devais aller au-delà des simples politesses. Je devais parler comme un fils, non comme un symbole. Alors j'ai raconté mes derniers instants à son chevet, cette phrase qui résonnait en moi depuis cette nuit-là, « Tu as toujours été assez. Tu as toujours été aimé, aimé. » Les mots étaient difficiles, m'a-t-il à prononcer, ma voix s'est brisée, mais je les ai dit malgré tout, non par obligation, mais parce qu'ils faisaient partie de la vérité qu'il m'avait léguée. La foule s'est tue. Un silence plus lourd que n'importe quel applaudissement. Dans leurs yeux, j'ai vu de la compréhension, non pas pour le monarque que je deviendrais un jour, mais pour celui que j'étais à cet instant précis. J'ai aussi partagé ce que je comprenais désormais, une chose qui n'était devenue claire qu'après sa mort, l'amour n'existe pas seulement dans les moments de proximité, mais aussi dans les mots jamais prononcés, dans les erreurs reconnues, dans les blessures que l'on tente de réparer. J'ai parlé de pardon. Non seulement au sein des familles, mais aussi des pays, des communautés, qui nous ressemblent peut-être plus que nous ne voulons l'admettre. Car tout comme mon frère et moi faisions lentement nos premiers pas l'un vers l'autre, j'ai aussi constaté combien un pays peut parfois être divisé par l'incompréhension, par l'orgueil, par une histoire qui ne s'efface jamais vraiment. Et je me suis demandé si nous, en famille, pouvons essayer de guérir, pouvons-nous le faire en tant que société. Une fois terminé, je n'éprouvais ni soulagement ni triomphe, seulement une gravité sereine. Le sentiment que c'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose d'indéfinissable, mais qui m'envahissait déjà. Je quittais la scène transformée. Non pas moins brisé, mais brisé autrement. Avec des blessures profondes certes, mais aussi avec une nouvelle direction, un nouveau but. Et cette fois, non pas un but qui m'était été imposé, mais un but que j'avais choisi moi-même. Dans les semaines qui suivirent, les paroles de mon père résonnèrent en moi et se mêlèrent peu à peu à mes actes. Je visitais les organisations qu'il avait soutenues, mais je n'y restais plus par simple formalité. J'engageais la conversation avec les gens sans hâte, sans distance, sans filtre. Je remarquais que leur regard avait changé. Non pas parce que je parlais plus vite, que je riais davantage, ou que j'avais adopté de nouvelles positions politiques, mais parce que le chagrin m'avait dépouillé d'une carapace dont j'ignorais l'épaisseur. Je m'adoucis, et étrangement cela me rendit plus fort. Les jardins du palais jadis, un lieu qui m'étouffait de souvenirs, recommençaient peu à peu à respirer. J'y allais souvent, tantôt seul, tantôt avec mes enfants, tantôt avec mon frère. Chaque promenade était comme une conversation avec lui-même, sans un mot. Dans le vent qui soufflait dans les arbres, j'entendais parfois à nouveau ces derniers murmures « Tu étais assez, tu es aimé ». Et à ces moments-là, je ressentais non seulement de la tristesse, mais aussi un repère, comme s'il n'avait pas disparu, mais qu'il m'enveloppait d'une autre manière. Quand je suis arrivé à Balmoral, cet endroit qu'il aimait tant, je ne savais pas ce que j'espérais y trouver. La paix peut-être, la clarté peut-être, rien.
Mais lorsque je me suis tenu sous ce vieux chêne, l'arbre qu'il avait planté de ses propres mains, et que j'y ai trouvé la petite boîte en métal, j'ai eu l'impression que la vie voulait tisser un dernier lien entre nous. Comme s'il avait soigneusement dissimulé ces dernières paroles là, dans cette terre, attendant que je les lise. La lettre que j'ai trouvée courte mais chargée de tout ce que les mots peuvent exprimer n'était pas un adieu. C'était une dédicace, un souvenir, une bénédiction. L'amour est la seule couronne qui ne se flétrit jamais. Cette phrase s'est ancrée en moi comme une évidence. Non pas comme une consolation, mais comme une direction. Si je voulais aller de l'avant, en tant que père, en tant que frère, en tant que futur dirigeant, je devais porter ces mots comme il avait porté son devoir royal, non comme un fardeau, mais comme une vocation.